Et oui, on chauffe déjà le poêle ici au Yukon. On est le 21 septembre, il a fait 6-7 degrés aujourd'hui. Puis je vous dis que l'automne est pas mal bien entamé. L'hiver tardera pas trop, j'ai l'impression. Fait que comme je vous avais parlé, j'avais envie de vous présenter un peu l'endroit où j'ai travaillé et vécu toute l'été. C'est une base d'hydravion, mais avant ça, c'était une ferme parce que dans le temps des mines, à Mayo, dans l'est du Yukon, il n'y avait pas vraiment de possibilité d'avoir de la nourriture par camion comme aujourd'hui. Donc, il y avait une ferme pour alimenter les mines plus haut. On parle des années 1905-1907, tout de suite après le rush du Klondike. Donc, en images de drone et au sol, évidemment, je vous présente ça. Puis j'espère que vous allez avoir du fun. C'est très simple, mais je pense que ça va être intéressant. Fait que je vous souhaite une bonne écoute. Ouais, puis on va parler d'un peu plus que ça aussi. Je vais vous parler des bases d'hydravion, des bases sur roue, à l'aéroport, autrement dit. Je vais vous parler du village de Mayo en général et, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, du site où ce que j'ai vécu toute l'été. Présentement, on survole le village de Mayo. Comme vous pouvez voir, c'est pas énorme. Il n'y a pas grand-chose à part l'épicerie, le bureau de poste, le liquor store. Il y a des bureaux gouvernementaux aussi parce que comme il y a des mines dans les alentours toujours actives, il y a beaucoup de ressources du gouvernement à propos des mines. Donc, il y a ce type de bureau-là. Mais sinon, il y a un bureau de la GRC, un poste de police, mais il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Il y a beaucoup d'Autochtones et des gens qui travaillent et qui restent là parce qu'ils travaillent là. Mais il y a les infirmières, tout ça. Beaucoup de gens qui font du fly-in, fly-out quand même. Ils viennent ici 6 semaines, ils repartent environ 6 semaines. Présentement, ce qu'on voit ou ce qu'on va voir, c'est vraiment le cœur du village qui longe la rivière Stewart. Pourquoi Mayo est là? Ben, parce que la rivière Stewart, elle permettait aux bateaux à aube, les bateaux à vapeur, de venir chercher du minerai dans les années 1900 pour l'amener plus bas au sud, vers Whitehorse et éventuellement vers les États-Unis. Donc, la rivière Stewart est la raison pour laquelle ils ont bâti un village à cet endroit-là. Et Mayo, pourquoi? Parce que le nom du fondateur de l'endroit s'appelait Alfred Mayo. C'était quelqu'un qui était là avant les mines, qui faisait beaucoup de traite avec les Autochtones. Évidemment, qui dit histoire dit vieille bâtisse, donc il y a beaucoup de patrimoine architectural à Mayo. Il y a même un circuit touristique qu'on peut faire pour voir les vieilles maisons qui sont toujours en état. Donc, vous en voyez quelques-unes là, j'aurais pu vous en montrer. Il y a aussi évidemment les vieux chars du Yukon, parce qu'au Yukon, ça coûte cher se débarrasser d'un véhicule. Les autobus aussi. Donc, à Mayo, évidemment, comme partout ailleurs au Yukon, il y a des petites mines d'or comme ça. Puis, il faut les trouver pour les admirer. La vue qu'on a présentement, c'est la rue principale. La bâtisse que vous voyez avec les panneaux solaires sur le toit, là, ça, c'est l'épicerie, dans le fond. Tout se passe là. Tout le monde va à l'épicerie au moins à chaque jour. Euh, Parce que les arrivages ici, c'est pas comme même comme à Whitehorse. Il y a des fois. Cet été, par exemple, on a été pendant 3 semaines où il y avait à peu près pas de viande. Nous, on était chanceux, on pouvait s'en faire monter par avion, mais pas les habitants. Donc, la float base, c'est par là. C'est là qu'on s'en va, dans le fond. Ça se trouve être la base d'hydravion. C'est au bout du village. Il y a une petite route qui continue de quelques centaines de mètres pour reculer un peu l'endroit. Puis, au bout de cette route-là, il y a la propriété d'Halcaner qui appartenait avant à l'entreprise Black Sheep, qui était Mouton Noir en anglais, qui était une compagnie d'aviation qui ont vendu en 2018 à l'entreprise Halcan. Puis depuis ce temps-là, Alcaner exploite une base d'hydravion dans le nord du Yukon. Puis c'est surtout pour les mines et les chasseurs, le commerce de la chasse, parce qu'ici, la chasse, c'est très populaire. Puis il faut passer par des pourvoyeurs, donc les pourvoyeurs nous engagent pour le transport. Voici donc la base d'hydravion d'Alcaner à Mayo, qui est sur la rivière Stewart, elle aussi, un petit peu plus haut que le village. On est pas mal seul au milieu de nulle part à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a toujours des gens proches, mais le feeling qu'on a quand on est là-bas, c'est que on est pas mal seul au milieu de tout le monde. Puis c'est un beau feeling. On est libre, on est bien. Le bruit qu'il y a, c'est nous qui le faisons. Quand les avions arrêtent, puis qu'il ne se passe plus rien le soir, c'est tranquille, tranquille. Le ciel est toujours illuminé d'étoiles, il n'y a pas de pollution visuelle. C'est vraiment un petit paradis sur Terre. Comme je vous disais, c'est une ancienne ferme. Le champ que vous voyez là, il y avait de l'élevage d'animaux, il y avait des cultures qui étaient là. Pour nourrir les mines plus haut, il fallait cultiver et élever du bétail. Ça se passait sur ce site-là. Il y a beaucoup de vieux bâtiments encore présents, mais il y en a aussi qui ont été démolis.
Puis vous allez voir que sur le site, il y a encore beaucoup de vestiges du passé. On va d'ailleurs se promener ensemble pour que vous puissiez voir ça. Mais la raison d'être maintenant de cet endroit-là, c'est pour accueillir les avions. Nous, on a 3 avions sur flotte. MKP, qui est un Cessna Caravan sur flotte. On a évidemment le Beaver et le Otter. Puis, chaque semaine, chaque jour, les avions viennent et partent sur la base pour pouvoir se ravitailler en essence et en marchandises. À gauche, c'est le Otter. À droite, c'est le Beaver. Sur cette photo-là, MKP, le Caravan, n'était pas là. Alors, on arrive à l'entrée du site. Tout droit, ce que vous voyez, c'est l'entrepôt que je vais vous montrer un peu plus tard. À gauche, ici, ça se trouve à être nos roulottes, nos cabines, où ce qu'on vit en dehors du travail. Puis là, ben, si on descend vers la droite, c'est vers les avions, vers le quai. En haut à droite, le petit chalet, ça se trouve être le office, le bureau où on accueille les clients et où on travaille. Les personnes qui sont là travaillent. De ce côté-là, c'est plus la balance où ce qu'on pèse le matériel des clients, tout ça, pour être sûr qu'on ne dépasse pas les poids d'avion. Le dock, le quai, comme vous pouvez voir, il est bon pour accueillir 3 avions, des fois 4, mais surtout 3. Sur cette photo-là, il y en avait seulement 2 ce journée-là. Alors, on va faire le tour ensemble du site. C'est quand même, comme je vous disais, un site qui a beaucoup d'histoire. Puis, c'est intéressant, je pense, de voir qu'aussi loin dans le bois, dans le Canada, ben, il y a de l'histoire depuis plus de 100 ans, vraiment 120, 130 ans. Depuis le Klondike, dans le fond, mais tu sais, le Klondike, c'est 1898-1899, puis à Mayo, il y avait déjà trouvé du minerai avant ça, en 1896-1897. Sauf que quand ils l'ont trouvé dans le coin de Dawson, ben là, tout le monde a transféré là-bas. Mais après le rush du Klondike, qui n'a pas duré longtemps, qui a duré environ 2 ans, ben, les gens sont retournés à Mayo, dans ce secteur-là, pour faire la recherche de minerais. Puis encore aujourd'hui, il y a plusieurs mines de cuivre, de plomb, de zinc dans ce coin-là. C'est du minerai mix qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est pas seulement une ressource, il y en a plusieurs mélangés ensemble, mais encore aujourd'hui, ça fonctionne. Fait que vous voyez, ça, c'est la bâtisse que vous voyez là, ça a été fait en 1905. Fait que c'est vraiment vieux. A commencé à descendre d'un côté à cause du pergélisol qu'ils font. La bâtisse s'affaisse un petit peu du côté gauche. Puis au Yukon, il faut savoir que tout ce qui arrive au Yukon ne repart pas parce que c'est compliqué le transport, surtout dans ces années-là. Donc, ce que vous voyez là, c'est des outils, puis c'est de l'équipement qui a au-dessus de 100 ans. Un vieux tiroir, un vieux bureau, si vous voulez, là, du temps. Je peux pas tout vous énumérer qu'est-ce que vous voyez, mais tu sais, la vieille boîte à lunch, les vieux harnais de chevaux, des vieux outils qui ont été faits à la main dans ce coin-là, qui ont été forgés par là. Tu sais, il faut savoir que tout ce qui est là a servi, servi pas mal à part de ça. Et la toiture, surtout, savez-vous que c'est tous des anciens bidons d'essence qui étaient en tôle dans ce temps-là. Rappelez-vous les bidons rectangulaires là, en tôle, ben, les bidons étaient ouverts, c'était rifté ça. Fait qu'ils les dériftaient, ils les ouvraient, puis ils faisaient le bardeau avec ça. Puis c'est encore là, depuis 100 ans. Parce que c'est de l'acier, évidemment, c'est durable, mais ils se servaient de ça pour faire le bardeau des bâtiments. Puis c'était vraiment le bardeau haut de gamme, si vous voulez. Il y a une vieille pagaie là, faite avec je pense que c'est avec un bois d'orignal, puis un bout de bois, une vieille panne de chercheur d'or, les sacoches de chevaux, tu sais, des vieilles raquettes faites au maid. Ça se trouve être un vieux godet des drags qu'il y avait dans le temps, parce qu'il y avait quelques drags dans le secteur. Ces drags, c'est les machines qui creusent avec plein de buckets comme ça, un arrière de l'autre, qui creusent en dessous d'eux. Et elle aussi, la petite cabine est assez âgée. Vous voyez, la toiture est faite aussi avec des bidons d'essence. C'est vraiment, quand tu arrives là, tu pognes un petit 2 minutes parce qu'au Québec, on a moins vécu peut-être avec ces ressources-là parce qu'on avait accès à plus de ressources proches. Donc, ça se trouve à être le vieux bâtiment. La marche que je vais faire avec vous présentement, ça se trouve à être des vieux morceaux de concasseurs pour concasser le minerai. Ça se trouve être une vieille génératrice qui a le moteur à droite, puis la turbine à gauche. C'est vieux, là. Je ne sais pas quel âge que ça a exactement. Mais ça a travaillé fort. À gauche, ça, ce que vous voyez là, c'est un vieux Model T, un vieux camion Ford des années, honnêtement, j'ai aucune idée. Je pense que c'est 1910-15 peut-être. On voit les restes de ça. Avec le différentiel, avec le driving. C'est sûr que moi, j'aime un peu la mécanique, donc j'ai bien aimé découvrir ça. Surtout que là, il n'y a pas de carrosserie, fait que c'est facile de voir comment c'est fait. Mais tu sais, les pneus, quand on dit que ces pneus-là, ils ont 100 quelques années, on voit que le caoutchouc,
C'est quelque chose qui se détériore pas rapidement. Les vieilles pièces de crocheurs qu'on appelle de casse-pierre, c'est tous des vieux morceaux qui ont laissé là, qui ont installé là aussi pour faire une genre de décoration. Mais c'est tout vieux. C'est tout assez vieux. Alors, je voulais vous présenter ça parce que ça témoigne de l'histoire de ce qui s'est passé dans ce coin-là. Puis, parenthèse, quand on va dans le bois, dans la forêt, qui est sur la propriété, mais qui est en dehors un peu du site, je veux pas dire, c'est pas une cour à scrap, là, parce que c'est pas si pire, mais il y a beaucoup de stocks, beaucoup de vieux stocks. Puis on est allé là des fois, nous, récupérer de l'acier pour se faire construire quelque chose. Donc, on s'en est servi, nous aussi. C'est encore une fois un vieux crocheur, une vieille machinerie qui servait à casser les minéraux. Ça, c'est notre tour d'eau. Donc, on remplit ça avec l'eau de la rivière. On met du chlore là-dedans. Puis c'est l'eau qu'on utilise pour se laver, faire la vaisselle. Évidemment, on ne la boit pas. Mais c'est notre tour d'eau. Fait qu'on a l'eau courante, l'eau chaude, tout ça dans nos cabines, dans nos roulottes. Ça se trouve être le petit jardin qu'on a. Ça aussi, c'est une vieille grange là, qui, je sais pas quel âge elle a, elle est tout croche, mais elle fait un job, des fois pour s'aérer quelque chose à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige l'hiver. Donc vous voyez, ça se trouve être un peu le côté où ce qu'on vit. Ma cabine, c'est la cabine tout droit à gauche, là, celle que vous voyez à gauche. La grosse entrepôt est au fond tout droit. Fait que ça se trouve être aussi ma cabine, où ce que j'ai vécu tout l'été. J'avais la chance d'arriver en premier, donc j'ai pu choisir celle-là qui avait un gros portique en moustiquaire, puis j'étais super confortable. Ça se trouve être l'intérieur que j'ai aménagé. Là. Ça, c'est quand je suis arrivé, mais ça ressemblait à ça. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce qui est de la float base puis du village de Mayo. Peut-être ajouter en terminant que Mayo, c'est l'endroit le plus chaud l'été et le plus froid l'hiver. Pourquoi? Ben, il n'y a pas de montagne très haute à proximité. Ça fait que les courants d'air qui viennent de l'océan, qui viennent du nord, ils se feraient un chemin et puis se rendent là assez facilement. Donc, c'est un peu ce qui explique les températures extrêmes d'été et d'hiver là-bas. Alors, un petit wrap-around de l'aéroport de Mayo, qui est aussi notre base chez Alcan, notre base d'avion sur roue, qu'on appelle la wheelbase. Donc, c'est là qu'on a passé beaucoup de temps. Les tanks à fuel sont là. Le bureau, on fait notre paperasse, où on fait beaucoup de choses. On a passé beaucoup de temps dans ce bureau-là. Les conteneurs d'outils. Grosso modo, là-bas, la job, c'était de recevoir du matériel, le charger dans les avions, décharger ce qui revenait. Tout ça pour nos clients qui sont en majorité des compagnies d'exploration minière. Ça se trouve être un des camps, une piste d'atterrissage qu'on a loin au nord du Yukon. Pour eux, c'est la seule façon de recevoir la marchandise. Je vous parle en direct de la base, la wheelbase qu'on appelle la base sur roue. Je vous ai beaucoup parlé de la float base, de la base d'hydravion, ce que je vis, qui appartient à Alcan, mais j'ai passé en réalité plus de temps ici, beaucoup plus de temps ici à la base sur roue, qui se trouve dans le fond être à l'aéroport de Mayo. La piste d'atterrissage est derrière moi ici. Les petits bâtiments d'aéroport sont là-bas. Puis c'est ici que j'ai passé plus de temps. Pourquoi? Ben, on a divisé les équipes en deux. Moi puis Alex, un de mes collègues, on se sentait plus à l'aise ici. Pourquoi? Pour plein de raisons que je pourrais vous répondre éventuellement en commentaire, mais on se sentait bien ici. On a travaillé ici, puis on n'a pas cherché à aller à la flow base plus que ça. On en a fait un petit peu quand même. J'ai travaillé à la flow base, mais la majorité du temps, c'était ici pour nos clients qui sont les mines. Deux compagnies d'exploration minière ici qui prenaient entre 3 et 4 et 5, des fois 8 vols par jour, car on avait 2 avions. On les on les approvisionnait tabarouette, en essence, en diesel, en jet fuel pour leur hélicoptère là-bas, en nourriture évidemment, en toutes sortes de choses de construction, en bois, beaucoup de bois qu'on a chargé dans les avions. Puis c'est ça, notre job c'était ça, c'était charger, décharger, tanker les avions, faire la facturation aussi, on faisait beaucoup de paperasse, ça c'est une partie que j'aimais aussi, donc la relation avec les clients, on gérait leurs demandes, les priorités, tout ça, décharger les camions quand les camions marchandises arrivaient, donc c'était beaucoup mon travail ici, à cet endroit-là, la wheelbase, la base d'avion sur roue de Alcan Air, qui m'a rendu ma foi très heureux. Oui, il s'en est passé des choses dans cette journée-là, le 30 avril, quand je suis arrivé à Whitehorse, premier jour de travail, premier avion que j'ai tanké. Cette journée-là aussi, le 1er mai, première journée que je suis arrivé à Mayo, dans un nouveau monde. Il s'en est passé des choses. Le 3 octobre, c'est un petit peu à chaud que je fais cette petite vidéo-là. Je sais pas si je vais l'utiliser dans un montage futur, mais je trouvais ça
Je trouvais ça important de prendre le temps d'enregistrer comment je me sens parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu le moton. Je sais pas si c'est lié au fait que le projet achève ou si c'est le fait que je quitte un endroit qui m'a rendu heureux cet été. Mais c'est ça, ça fait longtemps que je me suis pas senti comme ça, mais je pense que c'est positif à quelque part, tu sais, parce que ça va me permettre de faire un petit recap là-dessus éventuellement, puis de voir que ces émotions-là, ils viennent pas gratuitement dans la vie. Faut vivre des choses, faut sortir de la zone de confort, faut se rendre vulnérable, puis ensuite, ben, tu récoltes la paye un peu, ces émotions spéciales-là. Ça n'a pas été facile tout le temps. Là. Il y a eu des moments plus difficiles, évidemment. Moi, j'ai des défis personnels dans mes relations interpersonnelles, c'est pas nouveau. Ça m'a rattrapé ici à quelques moments. Ça m'a servi de me rendre compte que peu importe dans quel domaine j'évolue, même quand c'est tous des gens compétents et intelligents, j'ai quand même des fois des difficultés avec les gens qui sont un petit peu moins compétents puis tout ça, mais ça reste que ça s'est placé. Puis j'ai eu des gens formidables alentour de moi qui m'ont aidé aussi. Puis je sors de ça bien grandi, bien heureux. Puis je sais même pas si je vais revenir l'année prochaine. C'est comme trop loin pour moi. Tout le monde me le demande, puis je le dis, genre, on verra. We'll see. We'll see que je dis en anglais. On verra. Fait que, écoutez, je voulais partager ça. Je sais pas si je vais m'en servir, je m'en fous un peu, mais il faisait beau soleil en plus. Fait que, voilà. Ciao, bye. Eh oui, un charbay, mais un charbay qui laisse une petite boule dans la gorge, là. C'est pas le genre de charbay que t'es content de faire et de partir. Mais écoute, toute bonne chose a une fin. Il faut bien passer à d'autres choses. Puis j'aurais pu vous parler de tellement de choses dans cette vidéo-là. De Sobi qui vient m'accompagner au travail presque à chaque jour. De mon premier vol avec Brett ce printemps. Un vol que je vais me rappeler toute ma putain de vie, c'est sûr. Du temps qu'on a partagé avec la gang, les feux qu'on a fait, la bouffe qu'on s'est faite sur le feu, c'était malade. Évidemment, du passage d'Anne-Marie qui est finalement venu faire son tour pendant 2 mois avec moi, qui a travaillé, qui était malade. Qui aime pas Anne-Marie, tu sais? Tout le monde l'adorait, c'était malade. J'aurais pu vous parler aussi de notre passage au cercle arctique, quelque chose que je sais pas si je vais refaire, de mon tour de Beavers, que j'ai même piloté, qui était tout à fait insane. C'est un avion légendaire. De la tourtière qu'Anne-Marie a faite, puis que moi j'ai coupé patate quand même, là, mais qu'on a fait goûter à tout le monde là-bas, qui ont trippé, c'était une belle soirée encore une fois. De notre feu de fin d'année, qu'on a fait, qui était débile mental, vous voyez un peu ce que je veux dire, de ces belles avions-là que j'ai tellement appris, j'ai tellement aimé ça, apprendre avec les pros. Mes parents qui sont passés faire un tour, écoutez, c'est fou, là, pareil, mes parents qui n'avaient jamais voyagé, qui sont venus faire un tour, des voyages qu'on a fait en Alaska, partout à travers le Yukon. J'aurais pu parler pendant facilement 1 heure, mais, tu sais, à un moment donné, il faut garder ça à l'essentiel. Puis je pense que l'essentiel là-dedans, c'est de catcher que quand on a un rêve, quand on veut réaliser quelque chose, ben, c'est à nous de mettre en place les choses qu'on doit mettre pour que ça arrive. Puis quand ça arrive, ben, il faut quand même s'assurer de livrer, il faut être là, il faut que ça fonctionne. Parce que c'est pas juste de l'atteindre, faut que ça fonctionne. Puis de finir sans beauté. Je vous en ai parlé un peu plus tôt, ça n'a pas été toujours facile pour moi, mais j'ai tellement grandi. Il y a des choses que j'ai compris une fois pour toutes qui vont me permettre de progresser dans ma vie, puis de devenir une meilleure personne encore. Puis en tout cas, j'aurais pu vous parler de la mécanique qu'on a faite aussi sur les avions. C'était débile, j'ai tellement appris de choses. Bref, merci tout le monde pour avoir été là tout au long de l'année aussi. Puis si vous avez des questions, des commentaires, j'ai peut-être dans l'idée de faire un petit live sur Instagram avec des questions-réponses. Si ça vous intéresse, peut-être juste laisser un petit commentaire ici sur YouTube, puis ça va me donner une idée de combien de personnes sont intéressées par ça, puis on pourra faire ça dans les prochaines semaines. Fait que lâchez pas, vous n'oubliez jamais que on est mieux de vivre nos rêves que de rêver notre vie. Salut!